Deuxième épisode de l'institution, petite institution qui sert pas à grand chose, hein. L'Assemblée nationale, allez, on va essayer d'être sérieux 2 secondes. Allez, Joe. Salut mes biloutiers, café. Voilà, oui, bon. Je vous ai dit que demain on allait parler de l'impôt sur les sociétés. Bah ouais, je vous l'ai dit hier. Bande de truffes. Bon, non, je pensais aux truffes parce qu'il y a Pierre-Guillaume Mercadal qui a posté une très jolie vidéo sur la naissance des petits cochons laineux qui ressemblent à des marcassins, c'est tout mignon. Allez le voir, soutenez-le, ce cher Pierre-Guillaume. Il a bien besoin d'un coup de main, lui. Putain, c'est un mec, un vrai. Après-demain, les 70 jours. Tiens. Oh. Joli, hein. On parlera des 70 jours. Il y a des gens qui se rappellent des filles de Southport, hein. Voilà, on va en parler. Ça va pas durer longtemps, on va juste en parler. Sur ce, l'Assemblée nationale, c'est parti. Salut les biloutiers de Blenor. Bon, j'interviens de suite parce que l'autre là, elle est bien mignonne. Elle vient me chercher pour faire un taf qu'elle a pas envie de faire. Et ensuite, elle se plaint que j'ai reçu un commentaire, juste un seul, et encore, qui me plaît qu'à moitié. M'en veux pas, Stem Van Face, hein, c'est pas contre toi, hein, mais bon, reste poteau, hein. Parce que, bon, se faire comparer à un nain grincheux et pédant, alors que je suis un chat très évolué, bon, ça me plaît pas vraiment des masses, en fait, hein. Bref, si le seigneur Ablanor veut bien se donner la peine, nous allons pouvoir causer de l'Assemblée nationale. Mais avant, je voulais faire ces quelques petites précisions. Merci. Alors, merci pour tes précisions sur le drama félin. Je note que finalement, entre félins virtuels, c'est pas mieux qu'entre les humains. Du drama félin, j'avais jamais vu un truc pareil. Alors parlons de l'Assemblée nationale, surtout que je viens de voir qu'elle a été créée avant la prise de la Bastille. C'est le fameux truc du jeu de paume. Alors, je t'attends de Versailles, tu vois. Mais tu veux pas un cours d'histoire dans ta rubrique. Tu veux le fonctionnement. Donc on n'en parle pas et on passe au cœur du sujet. Sinon, tu vas avoir encore tes biloutiers, enfin, les mauvais coucheurs qui vont encore grogner parce que c'est pas le sujet, c'est pas machin, c'est pas comme on a dit, blabla blabla. Ok, t'as raison, faisons comme ça. Donc du coup, allez, on rappelle pas qu'il y a 577 députés qui siègent là-bas et que le renouvellement se fait en entier tous les 5 ans. Si? Faut le dire? Non. Bon, on vient de le dire du coup. Hein? Bon, allez, j'aime mieux ça. Allez, mon félin, raconte-nous le fonctionnement théorique et basique, dans un premier temps, de l'Assemblée nationale. Ça fait des lois, mais comment? Pour l'élaboration d'une loi à l'Assemblée nationale, voici le processus synthétisé en plusieurs étapes clés. 1. Initiative législative. Une loi peut être proposée par le gouvernement, c'est donc un projet de loi, ou par un député, c'est une proposition de loi. C'est comme ça qu'on fait la différence. Les projets de loi sont déposés par le gouvernement, tandis que les propositions de loi émanent des parlementaires. Ouais, c'est un peu ce que je viens de dire. Ouais, je m'aperçois que je suis pas au point en dialectique parce que je me répète en me paraphrasant moi-même. Franchement, Sam Altman, il va falloir être un petit peu plus performant. 2. Examen en commission. Le texte est ensuite examiné par une commission parlementaire, comme celle des affaires sociales ou des finances, qui le discute et peut l'amender pour l'améliorer ou le modifier. 3. Débat en séance publique. Après la commission, le texte passe en séance publique où il est débattu par l'ensemble des députés. Ils discutent des articles, votent sur des amendements, puis sur l'ensemble du texte. 4. Transmission au Sénat. Alors je sais qu'on en parlera la semaine prochaine, mais on est obligé d'en parler un tout petit peu là maintenant. Une fois adopté à l'Assemblée nationale, le texte est transmis au Sénat. Ce dernier suit un processus similaire. Examen en commission, débat, blablabla. Le Sénat peut approuver, modifier ou rejeter le texte. 5. Navettes parlementaires. Si le Sénat modifie le texte, il retourne à l'Assemblée nationale. Cette navette se poursuit jusqu'à ce que les deux chambres se mettent d'accord sur un texte commun. 6. Commission mixte paritaire. On a entendu un peu parler ces derniers, dans le courant de l'année. En cas de désaccord persistant,
entre les deux chambres, une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs, est réunie pour élaborer un compromis. Et la commission échoue, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et enfin, étape 7, la promulgation. Le texte final est transmis au président de la République pour promulgation. Une fois signé et publié au journal officiel, le texte devient une loi. Voilà pour le fonctionnement simplifié de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'élaboration d'une loi. Merci. Alors, continuons car cela appelle une nouvelle question. Peux-tu nous expliquer l'organisation de l'Assemblée nationale? Tu parles de commission par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres choses de cette nature? L'Assemblée nationale est organisée en plusieurs structures et groupes pour assurer son fonctionnement. En plus des commissions, plusieurs autres entités contribuent à son organisation et à l'élaboration des lois. Voici une petite liste. Les commissions permanentes, elles sont au nombre de 8 pour l'Assemblée nationale, chacune est spécialisée dans un domaine du type affaires sociales, défense, éducation, etc. Leur rôle est de préparer, d'amender et d'examiner les textes de loi avant leur passage en séance plénière. Les députés y sont répartis en fonction de leurs compétences ou de leurs intérêts et examinent en détail les projets ou les propositions de loi. 2. Les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires rassemblent les députés par affinité politique, comme le groupe du Rassemblement national ou le groupe LFI. Je crois qu'ils existent, ces deux groupes-là. Un groupe doit avoir un minimum de 15 députés pour être formé. C'est pour ça qu'il peut se faire aussi avec des interpartis. Ces groupes jouent un rôle central dans l'organisation des débats et la prise de décision en veillant à ce que leur position politique soit représentée dans les discussions et les votes. En 3, on a la conférence des présidents, qui regroupe les présidents de l'Assemblée, les présidents des groupes politiques et les présidents des commissions permanentes, ainsi qu'une représentation du gouvernement. La commission des présidents fixe l'ordre du jour des séances et des débats en accordant du temps à chaque groupe pour présenter ses amendements ou ses projets. Et cette conférence décide aussi de la priorité des textes, ce qui est crucial pour l'organisation des travaux parlementaires. En 4, nous avons les commissions d'enquête et les missions d'information. Ces commissions sont temporaires et créées sur des sujets spécifiques. Par exemple, la commission d'enquête peut être formée pour évaluer la gestion d'une crise ou d'un scandale. Son Marianne, par exemple. Elles peuvent convoquer des témoins, analyser des documents et formuler des recommandations sur un sujet d'intérêt public. Les missions d'information sont similaires, mais avec un rôle plus consultatif, sans le pouvoir d'enquête formel. C'est à peu près au même niveau que la police, hein. Quand une commission d'enquête te convoque, t'as pas le droit de refuser. En 5, nous avons le bureau de l'Assemblée nationale. C'est l'instance administrative de la Haine. Il est composé du président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Parce qu'il y a un petit peu tous ces gens-là. Le bureau gère les affaires administratives et financières de l'Assemblée, s'assure du bon déroulement des séances et garantit le respect du règlement intérieur. Et en 6, nous avons la présidence de l'Assemblée nationale. Le président est élu par les députés et représente l'Assemblée dans les instances officielles. Il préside les séances, garantit le respect du règlement et veille au bon déroulement des travaux. Le président joue aussi un rôle important en période de crise politique. Voilà, cette organisation assure un équilibre entre les débats de fond en commission, les discussions politiques en groupe parlementaire et les décisions sur l'ordre du jour et la gestion administrative. Juste pour être précis, pour apporter un élément de précision à ce que tu viens de dire. Et bien sûr, mon cher Félan, je parle sous ton contrôle. Les 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, c'est affaires culturelles et éducation, affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, défense nationale et forces armées, développement durable et aménagement du territoire, finances, économie générale et contrôle budgétaire, et enfin, loi constitutionnelle, législation et administration générale de la République. Voilà. Et puis, on n'entre pas dans les conjectures qui peuplent l'actualité, machin, des trucs qui pourraient être modifiés. Voilà, faut être bien conscient du rôle important justement de ces trucs-là, pour pas dire prépondérant des commissions, et donc de toutes les chicaneries que les partis se font pour essayer d'avoir la présidence des dites commissions.
Hein tu m'étonnes. Bon. Ah oui, les questeurs aussi, parce que tu en as parlé un peu brièvement, et je trouvais que c'était important de préciser 2-3 trucs, parce qu'on en a pas mal parlé, vu qu'ils sont quand même bien payés. Ils ont un salaire qui est juste en dessous de celui du président, mais qui est quand même le double, oui, le double, plus du double d'un député standard, quand même, juste parce qu'ils sont questeurs en plus de... Alors c'est un député le questeur, hein. Mais donc il a son salaire qui fait plus que x2 parce qu'il est questeur. Questeur, donc j'avais noté, les questeurs de l'Assemblée nationale sont au nombre de 3. Oui, je savais pas beaucoup. Ils font partie du fameux bureau de l'Assemblée nationale, qu'on voit un petit peu après, si je dis pas de bêtises. Leur rôle est essentiellement administratif et financier. Voici leur principale fonction. Gestion financière, ils supervisent le budget de l'Assemblée nationale, y compris la gestion des dépenses et la préparation du budget annuel. Hein, le budget qui a fait un petit peu de bruit là. Administration interne, ils sont responsables de l'administration interne de l'Assemblée, ce qui inclut la gestion des locaux, de la sécurité du personnel et de toutes les ressources logistiques. Rémunération et avantages, les questeurs s'occupent également des rémunérations et avantages accordés aux députés et au personnel de l'Assemblée. Les questeurs ont un rôle discret mais essentiel pour le bon fonctionnement matériel et financier de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que j'ai noté comme question à te poser? Passons à un autre sujet. Comment fonctionne l'Assemblée nationale lorsqu'il ne s'agit pas de loi, comme par exemple les motions de censure, les procédures de destitution, ou autre chose de cet acabit? L'Assemblée nationale joue également un rôle important pour les questions de contrôle et de surveillance de l'exécutif. En dehors de l'élaboration des lois, elle dispose de plusieurs mécanismes de contrôle et de sanctions pour exercer une influence sur le gouvernement. Voici comment fonctionnent certains de ces mécanismes. 1. La motion de censure. La motion de censure est un outil clé de contrôle de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Pour qu'une motion de censure soit déposée, elle doit être signée par au moins 10% des députés, donc 58 signatures sur les 577. Si la motion de censure est soumise au vote, elle doit obtenir la majorité absolue des voix, donc au moins 289 députés, pour être adoptée. Peu importe les absents, les machins. Les conséquences, c'est que la motion de censure, si la motion de censure est adoptée, le gouvernement doit démissionner. Alors le gouvernement, c'est-à-dire que le Premier ministre et les ministres, pas le président. C'est un moyen pour l'Assemblée de révoquer l'exécutif lorsqu'il y a une perte de confiance. Justement, 2. La question de confiance. Le Premier ministre peut décider de poser la question de confiance à l'Assemblée nationale, engageant ainsi la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale ou un projet de loi. Si la majorité des députés ne vote pas la confiance, le gouvernement est également contraint de démissionner. Cette démarche permet au Premier ministre de tester le soutien de l'Assemblée nationale et de sécuriser le passage d'un texte difficile. En 3, nous avons la procédure de destitution du président de la République. Depuis la révision constitutionnelle de 2007, une procédure de destitution peut être engagée à l'encontre du président de la République, mais uniquement en cas de manquement grave à ses devoirs, dans les bouquins marqués entre guillemets, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. C'est la tournure qui est dans le texte de la Constitution. L'initiative de ce truc-là, cette procédure doit être votée aux 3/5 par chacune des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, réunies en haute cour, qu'on appelle le Congrès aussi parfois. La haute cour, en cas de vote favorable, la haute cour se réunit pour décider de la destitution du président. C'est une procédure exceptionnelle et qui, jusqu'à présent, n'a jamais été appliquée en France. En 4, les commissions d'enquête et les missions d'information dont on parlait tout à l'heure, je crois que j'ai même déjà dit, ça c'est pas la peine que je vous le répète, constituées pour examiner les événements graves, les dysfonctionnements de l'État, les affaires ayant un impact public, comme je dis, le truc sur le pont Marianne, le truc sur suite à la saisie de l'Arcom, voilà, il y a eu des commissions d'enquête ou des missions d'information, donc comme je dis, on peut pas se soustraire, hein. Quand on est convoqué, faut venir et faut répondre aux questions. Si on commence à pas répondre aux questions devant une commission d'enquête, ça peut mal finir. Théoriquement. Après, ça dépend qui répond mal, comme toujours. En 5, nous avons les fameuses questions au gouvernement. Chaque semaine, il faut le savoir parce qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas,
Mais chaque semaine, lors des questions au gouvernement, les fameuses QAG, acronyme que vous voyez peut-être passer dans certains médias, les députés peuvent poser des questions directes au ministre sur des sujets d'actualité ou de politique générale. Ces séances sont très médiatisées, hein, faut en être conscient. Ces séances permettent aux députés d'interpeller le gouvernement et d'obtenir des réponses sur sa gestion des affaires publiques, des affaires courantes en fait en général. Elles ont lieu principalement les mardis et mercredis. Le mardi, tiens, même moi, je savais pas, j'avais remarqué le mercredi, mais pas le mardi. Et en 6, nous avons les résolutions parlementaires. Les résolutions parlementaires permettent aux députés de voter des textes qui expriment l'avis de l'Assemblée nationale sur une question donnée sans force contraignante. C'est pas une loi, c'est juste l'avis de l'Assemblée nationale. Ces résolutions n'ont pas de pouvoir juridique, mais elles représentent une position politique de l'Assemblée nationale sur des sujets nationaux ou internationaux. Voilà, toutes ces procédures garantissent un équilibre institutionnel en donnant à l'Assemblée des moyens d'exercer un contrôle régulier sur l'exécutif, que ce soit pour vérifier son action, le contraindre à rendre des comptes, ou pour prendre des mesures de sanction en cas de dysfonctionnement ou de crise. Tout le monde aura compris que ton point 2, c'est le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution. Merci mon cher félin, et puis à la semaine prochaine. Au fait, avant que tu partes, tu sais comment on prie le dieu des chats? Le fameux dieu des chats, celui qu'ils regardent lorsque tu penses qu'ils ont le regard dans le vide et que cela devient inquiétant, et que tu détournes le tien de regard. C'est une connerie, ça existe pas, franchement, des chats qui prient un dieu, t'es sérieux là? Il s'est bien foutu de toi, c'est toi, tu cours, tu marches pas, hein, tu cours. Allez, bonne semaine à toi aussi. Fais gaffe à ton bras parce que c'est inquiétant, je trouve. Bisous, miaou. Salut les biloutiers. Avant les bisous du Philippe, juste une précision, plus sérieusement. Hein. Cut, c'est fini l'épisode. Steve Von Fass, j'espère que tu m'en veux pas. J'ai rebondi sur ton message très sympathique pour créer une histoire entre mes félins. Cerise, désolé de t'avoir incriminé sans crier gare, sans te prévenir. Fallait que je serve le narratif et pour tout le monde. J'essaie de faire des trucs pour rendre un peu plus marrant, un petit peu plus fun, des sujets un peu chiants qu'on traite sur la chaîne. Alors, chiant, parce que en fait c'est sérieux que je veux dire par ce chiant-là. J'essaie de mettre un petit peu de fun là-dedans. J'espère que ça vous plaît. Je dois ajuster encore des choses, hein, clairement. Vous voyez bien, c'est du rodage, du machin. Puis vu que je suis pas monteur, il y a certains trucs qui glissent un peu. Pas d'inquiétude pour les récalcitrants, pour les mauvais coucheurs, machin. Ce sera pas dans tous les épisodes. Là, il va y avoir un jeu de ping-pong sur les deux séries parce qu'il y a les deux chats. Il y aura peut-être un troisième félin qui va débarquer de manière sporadique à certains endroits. Faut juste que j'arrive à trouver une autre voie qui soit à la fois compréhensible et différente de ces deux-là, mais pour arriver à créer des personnages, pour rendre la chose un peu plus dynamique. Parce que j'ai écouté les différentes critiques que j'ai reçues, et effectivement, un gars qui est en monologue permanent, c'est un peu un gars qui s'écoute parler. Alors oui, j'adore jacasser, j'adore faire des digressions, mais il y a un moment à voir justement avec ce logiciel que j'ai depuis un moment là, et que je ne maîtrise pas encore très très bien, qui permet de générer des... En fait, c'est ma voix, hein, si vous... pour ceux qui n'ont pas compris, c'est moi qui m'enregistre. Hein. Mais donc voilà, j'ai essayé de créer ces personnages-là, puis c'est l'héritage de mes 40 ans de jeu de rôle quand même. Hein. Voilà, j'espère que ça vous plaît, parce que j'essaie de me donner un petit peu de mal pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus fluide, un petit peu plus fun. Voilà, c'était la petite chose que je voulais dire en plus, qui normalement je ne fais pas dans les séries, mais là c'était le moment d'en parler, puisque il y a 2 séries qui vont jouer à ça. Et sur les taxes et impôts, non, vous avez entendu, ça les fait chier, ils veulent pas. Mais c'est vrai que le sujet est un peu. On verra ce que je fais avec les taxes et impôts. Mais de toute façon, avec les taxes et impôts, ça va pas durer encore très très longtemps. Parce qu'il y a un moment, on va vite faire le tour. Hein. D'accord. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pour Philippe.